Ok, bonsoir à tous. Nous revoilà encore aujourd'hui pour poursuivre notre cours de classification d'images. On avait commencé hier. Hier, on avait eu à définir le, l'élément qui allait être notre sujet de travail, qui est l'image. Ensuite, on a défini le terme classification non dirigée. Et dans ce groupe de classification non dirigée, on a eu à dire que la segmentation fait partie des classifications non dirigées, en ce sens que on n'a pas de connaissances a priori sur euh, l'image sur laquelle on doit travailler. Et on a vu un premier type de classification non dirigée, à part la segmentation, on a vu un autre type de classification non dirigée, qui est la hiérarchisation ascendante. D'accord? Donc, j'avais dit dans ce schéma, on considérait que les pixels de l'image représentaient nos petits-enfants et il fallait retrouver les grands-parents qui, eux, correspondraient donc aux classes qu'on recherche. Et le post-traitement obligatoire après la classification non dirigée, c'était quoi? L'étiquetage. OK? C'est une obligation. Parce que quand on fait une classif, c'est pour savoir le type d'occupation du sol. Or, en classification non dirigée, comme a priori, on ne connaît pas notre occupation du sol, c'est le logiciel avec sa puissance de calcul qui identifie des classes. Et donc, après, il faut aller retrouver, nommer ces classes-là sur l'image qui va nous donner au finish. On va voir un deuxième type de classification non dirigée, c'est ce qu'on appelle la classification séquentielle ou en termes peut-être plus explicites, c'est ce qu'ils appellent agrégation autour de centres mobiles. Comment se passe ce type de classification-là? C'est que on demande à l'utilisateur, le logiciel va demander à l'utilisateur de lui indiquer le nombre de classes qu'il voudrait. Donc, l'utilisateur va lui donner un chiffre et le logiciel va travailler de sorte à retrouver ce nombre de classes que l'utilisateur demande. Il va forcer. Et on vous dit que ce type de classification-là, c'est la généralisation de la méthode K-means. Si vous allez voir, quand on va faire les TP, il y a deux types, en tout cas sur RDAS, il y a deux types de classification non dirigée. Il y a K-means et il y a ISOData. Okay? On va voir comment chacun des deux fonctionne, comment il procède. Donc, quelles sont les étapes à suivre? Quelles sont les étapes dans le cadre de comment fonctionne le logiciel dans le cadre de la classification séquentielle? C'est que au départ, on demande à l'utilisateur d'entrer le nombre de classes qu'il voudrait. Donc, quand il donne un chiffre, le logiciel, de façon aléatoire, va identifier un certain nombre. C'est-à-dire, si il lance, l'utilisateur dit, je veux par exemple 4 classes. Donc, le logiciel, de façon aléatoire, va identifier 4 niveaux de gris qu'il va considérer comme les classes. Et il va aller pixel par pixel, comparer un pixel aux 4 points que j'ai dit qui correspondent à mes classes là. Et à chaque fois, il va refaire le calcul. Okay? Tout mettre. Donc, l'utilisateur donne le nombre de classes.
L'utilisateur entre le nombre de classes qu'il veut. Par exemple, il dit je veux 4 classes. Le logiciel regarde de façon aléatoire, il prend 4 points qu'il va considérer comme les 4 classes. Donc, par exemple, il va prendre première classe, ça va être par exemple niveau de gris. Deuxième classe, ça va être niveau de gris 100. Troisième classe, ça va être niveau de gris 200. Et quatrième classe, ça va être niveau de gris, par exemple, 200 classes, par exemple. Donc, il prend le premier pixel. Le premier pixel a, par exemple, deuxième chose, il faut définir la métrique. C'est-à-dire, vous avez vu les distances là. Distance euclidienne, distance à la logarithme. Vous lui définissez à partir de quelle formule il va calculer la distance entre un pixel et un de ces centres-là. D'accord? On dit, je veux, par exemple, que ce soit par rapport à la formule de la distance euclidienne. Donc, il va prendre le premier pixel. Le premier pixel a, par exemple, comme valeur de niveau de gris 50. Donc, 50 moins celui-là par rapport à la formule qu'on a choisie. 50 moins celui-là par rapport à la formule qu'on a choisie. C'est ça. Donc, il regarde, quand il regarde, quelle est la distance, je prends le plus simple, la différence simple. Je prends une différence simple. Quand je regarde, mon pixel là, il va appartenir à quelle classe? Là, ça fait 48, et là, ça fait 50. Donc, il va affecter ce pixel-là à cette classe. D'accord? Il va affecter ce pixel-là à cette classe. Et on vous dit qu'est-ce qu'il fait? Classifie. Ensuite, il va remplacer le centre initial par le centre de gravité. Ça veut dire quoi? Quand il a adjoint ce pixel à cette classe-là, donc il recalcule maintenant le centre de gravité. Donc, il va faire ça plus ça divisé par 2. Ça devient la nouvelle valeur de ce nouveau, de cette nouvelle classe. Donc, ça, plus ça divisé par 2, 52, ça fait donc le nouveau truc, c'est 26. Donc, mais de nouveau, donc, j'ai 4 classes toujours, j'ai 26, 100, 200 et 40. Il prend le deuxième pixel. Le deuxième pixel, par exemple, pour niveau de gris, je vois mon 8. Il regarde. À qui il appartient le plus proche? C'est celui-là encore. OK. Donc, il va la joindre. Il recalcule. Donc, ça plus ça divisé par 2. Ça devient la nouvelle valeur de cette classe-là. Il va au pixel suivant. Par exemple, ça vaut 200. Regarde. Ça se rapproche de celui-là. Donc, il va le mettre là. Là, 200 et 200, ça fait. Donc, lui-là, il reste. Il va au pixel suivant. Donc, c'est comme ça qu'il fait jusqu'à ce qu'il finisse tous les pixels de mon image et il les aura classifiés. Et maintenant, je vais visualiser, puis je vais vérifier que, effectivement, les classes qu'il a générées là sont bonnes, traduisent effectivement une occupation du sol. D'accord? Donc, c'est ça, on dit refaire les étapes 3 et 4 pour affiner les choix initiaux. Parce qu'à chaque fois, il doit recalculer les centres de gravité de mon nuage de points pour refaire la nouvelle valeur du niveau de gris qui va représenter la classe. Donc, par exemple, voilà une image virtuelle. L'utilisateur a dit au logiciel, je veux que tu me crées 2 classes. Donc, il a dit 2 classes. Le logiciel force, il crée 2 classes. Et comme disent ceux qui ont fait cette étude, ils disent, il n'y a pas assez de classes. Il a forcé, parce qu'on lui a demandé 2 classes, il a forcé à créer 2 classes, mais quand on regarde, il y a plus que 2 classes. Et les éléments même qu'il a mis ensemble, il y en a qui ne devraient même pas être ensemble. OK? Donc, voilà, je dirais, une faille dans le fait de lui imposer un nombre que lui, il va forcer à obtenir de façon subjective parce que vous lui avez dit ça. Alors que la logique voudrait que ce ne soit pas ça. Donc, on lui donne moins de classes que réelles et lui, il force pour le faire. On peut aller dans l'autre travers. Ça lui demande plus de classes qu'il n'en faut. Donc, il va segmenter ça vraiment comme on le veut. Mais là, par exemple, on lui a demandé 4. Mais quand on regarde les 2 classes vert et violet, là,
pourraient être fondus dans la même classe. OK? Donc, voilà aussi un autre défaut de la classification séquentielle. La classification non dirigée à partir du calcul des indices. Voilà une image de spectre de différents éléments. OK? Donc, vous voyez, dépendamment de l'élément au sol, la courbe est différente. Et je vous ai dit vraiment, les végétaux, là, leur courbe est tellement particulière que c'est eux-mêmes qui ont initié cette affaire d'indices-là. Hein, les indices de végétation, vous en avez entendu parler. Hein. Le plus connu, c'est le NDVI, OK? Normalized Difference, Normalized Difference Vegetation Index. OK? Donc, le végétal, on a un pic autour de 0,5, 0,6. Ensuite, on a notre réflectance qui augmente, point d'inflexion, et ensuite, on tombe sur un plateau vers l'infrarouge. Mais quand on prend par exemple le sol, vous voyez, c'est un peu comme une droite. Ça évolue de façon croissante de l'ultraviolet vers l'infrarouge. Même chose pour le sol nu humide aussi. Par contre, le résidu résineux, c'est un végétal aussi. Okay? Mais comme il a moins de chlorophylle, donc vous voyez, lui, sa courbe est plus basse que la courbe du végétal, je dirais, normal du feu. C'est-à-dire où il y a plus de chlorophylle. Là, c'est la courbe en rouge, là, où là, la réflectance est beaucoup plus grande et on atteint un plateau beaucoup plus élevé. Donc, si je prends par exemple le fameux NDVI, hein, dont la formule est la différence entre la valeur de réflectance dans l'infrarouge avec la valeur de réflectance dans le rouge, divisée par la somme de ces deux réflectances. Donc, vous voyez que je n'ai pas besoin de connaître a priori mon milieu. Je lui dis calcule mon NDVI point, il calcule et puis en fonction du NDVI, il me répartit mes points, mes valeurs. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de connaître mon milieu, puisque c'est la formule de NDVI qui va donner une certaine répartition. Le NDVI, c'est l'indice de végétation, donc les valeurs qu'il va trouver vont représenter le fait que cette zone-là est plus végétalisée qu'une autre. OK? Quand vous regardez la formule du NDVI, quel est l'intervalle de valeur qu'on peut obtenir avec une telle formule? Quelle est la valeur max qu'on peut obtenir? Quelle est la valeur min qu'on peut obtenir? Ça va être compris entre quelle valeur et quelle valeur? 0 et 1. Très bien. On est bien d'accord que ça va tomber entre 0 et 1. OK. Mes pixels, là, si je code sur 8 bits, on a dit hier que ça va de 0 à 255. D'accord? Il n'y a pas de demi-valeur. Les virgules 5, là, il n'y en a pas. Les virgules 3, il n'y en a pas. C'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 1,5 là. On va mettre ça à 2. Hein? Il n'y a pas de... 1.0, blablabla. Les plans sont évidents. C'est le bit. D'accord? Tu prends pour toi là. Ça va pour tout le monde? Tu sélectionnes ce qui n'est pas chez les gars. Après avoir dit ça, là, tu retrouves son plan homologue ici. D'après vous, quelle opération je dois faire? Parce que quand vous dites 0 et 1, mes valeurs vont être plus en 0, qu'en 1. Mais d'accord. En 0, là, ça veut dire ça va tomber à quoi? La plupart du temps. Ça va tomber à 0. Donc, ça veut dire que, a priori, votre image, elle va être noire. C'est le 0, c'est noir. OK, le 255, c'est blanc. Donc, comment je vais contourner ce problème-là de sorte à pouvoir véritablement visualiser de bonnes valeurs de mes indices de végétation? Mathématiquement parlant. Oui, c'est une question. Vous me dites que, oui,
Madame, non, hein. On a en 8 bits. On a en 8 bits. C'est juste que le résultat de ce calcul-là va donner des valeurs qui sont 0 et 1. Ils seront 0 et 1. Et il y aura plus de 0 que de 1. Donc, mon image, quand je vais l'afficher, ça va être noir. Donc, je vous dis mathématiquement quelle opération je dois faire de sorte à ce que je puisse visualiser effectivement une différence dans mon image des valeurs de niveau de gris. Une opération mathématique. Oui? vous faites des plus 1. Est-ce que plus 1 résout mon problème? Je passe de 1 à 2. Est-ce que ça, là, il y a une grande différence dedans? Et 0 là. On va aller de 0. Oui, et aux valeurs de 1, on ajoute 1. Parce qu'il faut faire la même opération pour tout le monde. Vous êtes concernés aussi, hein? Ce n'est pas seulement ceux qui sont ici. Donc, si vous avez des idées, OAD, on vous écoute. La vie est belle. Comment je vais procéder? Parce que si je laisse ma formule telle qu'elle, je ne visualiserai rien du tout. Je ne pourrais pas dire oui, cette zone-là, il y a plus d'herbe que cette zone-là. Je ne pourrais pas dire. Tout sera noir. Je vais obtenir une image noire. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Professeur, Oui? Oui, on t'écoute. on pourrait appliquer l'inverse du calcul. OK, si on applique l'inverse du calcul, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est des NDVI que tu as? Ce n'est plus des NDVI que tu as. Tu inverses des NDVI. Oui. Donc, moi, je veux un NDVI. Mais je veux le recoder. On va tout simplement multiplier par 100. On va tout simplement multiplier par 100. La valeur que je vais trouver, je vais la multiplier par 100. Donc, par exemple, au lieu de trouver 0,10, ben, ça va être quoi? Ça va être 10. 10 au moins, je visualiserai. Au lieu de trouver 1, je vais trouver 100. Donc, vraiment, je verrai des différences entre les valeurs de niveau de gris que je vais pouvoir afficher sur mon image. D'accord? Donc, c'est la petite astuce qu'il faut faire lorsqu'on prend des indices qui vont donner des valeurs aussi petites. Le résultat, là, on le multiplie par le même coefficient. De sorte, c'est comme le stress qu'ils ont fait pour améliorer l'image, là. C'est ça qu'on fait. OK? En fonction de ton besoin. Moi, je dis par 100 parce qu'au moins, je sais que la valeur qu'il va me donner va représenter des différences entre les nombres. Hein, parce que entre 0, 1 et 1, 0, 1 fois 100 me fait 10, 1 fois 100 me fait 100. J'ai une grande différence entre 10 et 100. Ça, quand je vais le représenter, l'afficher sur mon image, je vais voir la différence. Mais entre 0, 1 et 1, ça fait 0 et 1. Les deux là, c'est noir. Il n'y a pas de grande différence. Parce que c'est chromatique. La différence va être chromatique. Donc, le post-traitement, je répète encore, l'étape juste après avoir fait ma classif
non dirigée, c'est l'étiquetage. Okay? Il faut nommer les classes que le logiciel a identifiées et puis après faire le codage des couleurs ou juste l'affichage. Autre élément, autre traitement qui est fait, quel que soit le type de classification, c'est le lissage. Hein? Comme je l'ai dit, le lissage, en fait, il permet de s'affranchir des pixels qui se retrouvent, comme on dit, effet poivre-sel. Vous avez entendu ce terme-là? Effet poivre-sel, c'est-à-dire qu'il y a des pixels qui vont se retrouver un pixel rouge au milieu d'un océan de pixels bleus. Ben celui-là, on va aller le fondre dans les pixels bleus parce qu'il a plus de chances d'appartenir au bleu qu'au rouge. OK? Donc, le lissage, c'est vraiment pour éliminer ces pixels un peu rebelles qu'on retrouve. L'évaluation, c'est vérifier que les résultats qu'on a obtenus, on peut avoir confiance en eux et qu'ils justifient ce à quoi on veut aboutir. Okay? L'évaluation peut se faire, comme on dit, par l'étape type, une analyse factorielle discriminante. Mathématique, en tout cas. OK? Donc, juste après la classification non dirigée, l'obligation est d'identifier les classes générées, faire le lissage, et ensuite, si on veut faire une évaluation particulière, les paramètres qui peuvent être utilisés pour cette classification. Donc, par exemple, cette image, ils l'ont classifiée, ils ont trouvé ça par seuillage, hein, ça c'était approche contour, par seuillage, ils ont trouvé ça, et vous voyez, il y a des pixels, petits pixels rouges là qui se retrouvent. Donc, ils vont faire un lissage, et quand ils font le lissage de cette image-là, par morphologie mathématique, ils aboutissent à ça. Vous voyez, ils ont éliminé les petits pixels, hein, effet poivre-sel qui se retrouvaient isolés au milieu de cet océan noir. Et on a vraiment nos petites patates qui sont là, et les autres sont considérés comme des artefacts. D'accord? Donc, c'est ce qu'on conseille quand on fait une classification, c'est après de faire un lissage, de sorte à faire vos Photoshop que les photographes font, puis nous enlèvent nos rides, ça. Peut paraître l'image avoir un meilleur aspect. OK, donc mathématiquement, les paramètres qui sont souvent utilisés lorsqu'il s'agit de statistiques avec lesquelles l'ordinateur travaille, c'est la moyenne, l'écart type, le minimum, le maximum. Hein? La puissance de calcul, c'est basé sur ces paramètres-là. L'avantage de la classification non dirigée, on vous dit, elle est réalisable sans connaissance a priori du site, hein, puisque c'est tout ce qu'on a à faire, je vous dis, minimalement, là, c'est donner le nombre de classes qu'on veut au finish. Mais l'ordinateur qui, lui, à partir des niveaux de grille, des statistiques qu'il va faire, va déterminer le nombre de classes, les groupes d'agrégats qu'il doit avoir pour classifier nos pixels dans les différentes classes. L'inconvénient, on vous dit ici, c'est l'étiquetage post-classification qui est requis. Pourquoi est-ce qu'on parle d'inconvénient? On parle d'inconvénient parce qu'on est dans la situation où, a priori, on ne connaît pas notre milieu. Donc, on va devoir identifier des classes d'un milieu qu'on ne connaît pas. Hein? C'est la difficulté qui est en arrière. Si on parle d'inconvénient. Ça va jusque-là? C'est bon? OK. Maintenant, en ce qui concerne la classification dirigée. La classification dirigée veut dire que c'est nous qui allons porter le système. Donc, si c'est nous qui allons porter le système, c'est une obligation pour nous de connaître le milieu. C'est une obligation pour nous de connaître le milieu. On ne peut pas faire une classification dirigée si on n'a pas connaissance du territoire. Ou alors, c'est de la magie ou de la sorcellerie que vous êtes en train de faire. Okay? Donc, deux types de classification. La classification qu'on appelle classification dirigée paramétrique, la classification dirigée non paramétrique. En termes de classification dirigée paramétrique, on va voir la classification par maximum de vraisemblance.
c'est elle qui est la classif paramétrique par excellence. En classification non paramétrique, on va voir la méthode par logopédie, la méthode du plus proche voisin, le réseau de neurones. On va parler de la théorie des croyances et de la connaissance de l'expert, une classification par connaissance de l'expert. Ensuite, quels sont les éléments ou les outils d'aide à la validation de la classification ou à la quantification de la qualité de la classification. Comment on peut juger que les résultats qu'on a obtenus sont bons, ne sont pas bons, pourquoi ils sont bons, pourquoi ils ne sont pas bons, comment on peut améliorer ou qu'est-ce qui justifie ces manques. Donc, quelle est la démarche à utiliser lorsqu'on veut faire une classification dirigée? Lorsqu'on veut faire une classification dirigée, il faut donner les éléments au système pour travailler. Donc, est-ce que vous arrivez à lire? Quand même, hein? C'est petit, hein? Bon, en tout cas, je vais lire et puis on va... Donc, la première case en haut, on vous dit définition des classes thématiques. Donc, ça veut dire qu'au départ, il faut d'abord, puisqu'on connaît notre milieu, il faut d'abord identifier les classes qui existent dans le site pour lequel je suis en train de faire la carte d'occupation du sol là. Il faut que je sache toutes les classes que je pense exister ou que je sais, pas que je pense, que je sais exister sur mon terrain. Donc, je définis, oui, j'aurai classe eau, oui, j'aurai classe forêt, oui, j'aurai classe terrain nu, oui, j'aurai classe terrain goudronné, oui, j'aurai classe forêt, par exemple. J'identifie toutes ces classes. Ensuite, pour chacune de ces classes-là, je vais créer ce qu'on appelle des sites d'entraînement. C'est-à-dire, je vais identifier des zones qui vont correspondre à ces classes-là que je vais fournir à l'ordinateur pour que lui, à partir de ça, il crée des signatures qui vont représenter ces classes. Vous voyez, j'ai mis une fleur à côté de la case choix des zones d'études là. Parce que c'est là-bas que le problème peut se poser. Lorsqu'on fait le choix des sites d'entraînement, on vous dit de privilégier le land cover plutôt que le land use. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a des problèmes d'étanchéité, on utilise quoi? Le gars qui va venir faire, on est en période de pluie, mon toit coule. Celui qui va venir faire l'étanchéité, là, il utilise quel matériau? Vous n'êtes pas maison, hein? C'est ça que vous êtes en train de me dire. Hein? Hein? Il utilise quoi? Pas salut, mais pas salut, il utilise quoi pour coller? Voilà, c'est ça, le bitume, le goudron. C'est le goudron qu'il utilise. Oh, le goudron là, il est où? Il est sur la route. Donc, si vous voulez faire la classification, que vous dites, je ne sais pas moi, bâtiment ici, et puis là, vous dites route. Vous avez compris, non? La route là va devenir bâtiment aussi, ou bien le bâtiment là va devenir route aussi. Parce que c'est le même élément. C'est le même cover qui est sur les deux. Par contre, si vous dites bitume ou vous dites goudron, quand il va faire là, que vous allez voir, ah oui, c'est vrai, c'est un bâtiment. Et effectivement, il y a du goudron là-bas à cause d'étanchéité. Vous allez pouvoir justifier pourquoi est-ce que ici là, c'est la même classe qui se retrouve. Mais si vous dites bâtiment et vous dites route, vous allez trouver des routes sur vos bâtiments et des bâtiments sur vos routes. D'accord? C'est pour ça qu'on dit de privilégier le land cover, qui est le bitume, plutôt que le land use, qui est route et puis bâtiment. D'accord? Comme ça, vous pourrez justifier après pourquoi est-ce que vous avez une zone qui représente deux covers différents, alors que voilà, c'est deux uses différents, mais c'est le même cover. Donc, avec le cover, vous êtes sûr de bien classifier plutôt qu'avec le use. C'est comme les herbes aussi. Vous allez faire jardin et puis, je ne sais pas moi, brousse. Vous êtes sûr qu'on peut faire la différence entre un jardin et puis brousse. Ce n'est pas le même vert là qui est là. C'est le même vert là qui est là. Donc, vous allez faire ici ces jardins, ces brousses. Vous allez retrouver votre brousse dans les jardins et votre jardin dans les brousses. Donc, utilisez plutôt herbe ou plan herbacé. Là, au moins, vous êtes sûr que c'est le même cover. Donc, vous pourrez justifier à votre client
Pourquoi est-ce que ici, là, où ça devait être jardin, là, où ça devait être brousse, là, vous avez jardin là-bas, et où ça devait être jardin? Non, c'est vrai, c'est du jardin qui est là. Vous voyez, j'ai plutôt mis plantes herbacées parce que c'est de la végétation qui se trouve à ces deux endroits. Mais dans cet endroit, c'est un jardin bien organisé, tandis que là, c'est une brousse très rebelle. Vous avez justifié votre affaire. D'accord? Donc, une fois qu'on a réfléchi comme ça et qu'on a identifié nos classes, on fournit donc les sites, on choisit donc les sites d'entraînement. Avec ces sites d'entraînement, le logiciel va générer des signatures spectrales. Donc, mon goudron a une signature, ma végétation herbacée a une signature, mes bâtiments ont une signature, mon plan d'eau a une signature. Le traitement qui vient après, c'est la vérification que les signatures qui ont été générées là sont différentes. Parce que je répète, garbage in, garbage out. Si au départ, les signatures des classes qu'il a générées ne sont pas distinctes, c'est-à-dire vous avez créé une classe, vraiment, végétation herbacée, et vous avez créé une classe, par exemple, forêt, et que ces deux classes-là se confondent en termes de niveau de gris, en termes de signature qu'il a créée, mais c'est sûr qu'à la classification, là, les résultats ne seront pas bons. Puisque ces deux classes, dès le départ, déjà, ils montrent qu'il y a un problème. Elles sont proches l'une de l'autre. Donc, quand ils vous alertent sur le fait que, ah, voilà, tu m'as dit de comparer les signatures que j'ai générées là. Je trouve que ces deux classes-là, elles sont proches. Vous avez deux solutions. La première solution, c'est de dire, bon, comme elles sont proches, je considère que c'est la même chose, je les mets ensemble. Donc, vous faites merge. Vous mettez ensemble ces deux classes-là pour n'en former qu'une seule. La deuxième solution, c'est de refaire le choix des sites d'entraînement pour être sûr que ces deux classes-là se distinguent. Ça veut dire que les sites d'entraînement que vous avez pris pour générer la classe forêt et pour générer la classe herbacée là, sont tels que il y a des confusions, c'est pour ça que les signatures ne sont pas distinctes. Donc, vous reprenez cette étape-là de sorte à bien sélectionner les sites d'entraînement pour que ces deux classes-là soient distinctes. Donc, une fois que vous êtes sûr que les signatures spectrales des classes générées sont distinctes, maintenant, vous allez choisir le type de classification que vous voulez. Est-ce que je veux une classification Bayes? Est-ce que je veux par distance Malanobis? Est-ce que je veux que ça se fasse par plus proche voisin? Je choisis le type de classification que je veux faire. Donc, je lui dis le type de classification que je veux faire et ensuite, il me classifie et il va me donner mes résultats de validation. D'accord? Donc, définition des classes, choix des sites d'entraînement, génération des signatures, vérification que ces signatures sont distinctes. Si elles sont distinctes, on peut continuer. Si elles ne sont pas distinctes, soit je les mets ensemble, soit je refais l'étape du choix des sites d'entraînement. Une fois que je suis satisfait de la distinction qu'il y a entre mes classes, je choisis le type de classification que je veux faire et j'affiche mon image classifiée. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est vraiment l'essentiel qu'on va voir. Mais il y en a plein. C'est vraiment les principales qui sont. Le choix de type de classification dépend de quoi? Dépend de celui qui l'utilise. Tu peux utiliser toutes sortes et puis du matériel que tu as à disposition. Faisons par exemple que moi, je trouve que, ah bon, la classification par réseau de neurones, c'est très intéressant, c'est bon. Mais je n'ai pas ça, par exemple, sur le logiciel que j'utilise. Je ne peux pas l'utiliser. D'accord? Ou, ah bon, de façon générale, c'est la classification par maximum de vraisemblance qui est privilégiée. Ça, c'est vraiment l'outil de classification conseillé, vulgarisé, qui donne de bons résultats. Donc, généralement, c'est lui qu'on va vous conseiller d'utiliser. Donc, vous allez l'utiliser. Donc, l'autre peut dire, non, moi, je préfère peut-être plutôt utiliser parallélépipédique, qui est beaucoup plus, je dirais, quel est le terme? Quel est le bon terme? Rigide,
Mais par exemple, par rapport à la classification par matrice de ressemblance, il est plus rapide. Donc, en fonction de ta machine aussi, tu vas dire, bon, ma machine, elle, là, elle n'est pas très, les performances sont pas très élaborées. Donc, au lieu de faire maximum de versements, je vais faire, par exemple, par arithmétique. Au moins, j'aurai mes résultats rapidement. Oui, c'est acceptable. Maintenant, tout dépend de ton niveau d'acceptabilité. Toi, à quelle qualité tu veux aboutir et quelle est la confiance que tu as dans les résultats de la chose. C'est surtout ça, la confiance dans les résultats qu'ils donnent. Parce qu'il peut vous donner une classification avec une exactitude de, par exemple, 90%. 90%, pour moi, c'est parfait. Mais est-ce que j'ai confiance dans ce 90%-là? Est-ce qu'il est réaliste? C'est ça qui est important. Voilà. Au-delà même de la connaissance du terrain, tu peux avoir une bonne connaissance du terrain, mais les sites d'entraînement que tu t'es choisis là, si tu ne les as pas choisis de façon pure, il peut y avoir des mixtes là-bas. Donc, ça peut perturber après les résultats de ta classification. Je préfère avoir une classification à 70%, mais où je suis sûr que les sites d'entraînement que j'ai choisis là sont bons, qu'il n'y a pas de choses, d'artefacts, de quoi que ce soit, que ma procédure là est parfaite, qu'avoir 90% et puis celui là, vraiment, hein? Ou bien, quand je commence, là, je préfère mon 70% où je suis sûr que mon 90% où je suis en train de douter. D'accord? Donc, le principe de la classification des régions, on vous dit, c'est de fournir au logiciel des informations, et ces informations sont les échantillons de mes sites d'entraînement là, qu'il va utiliser pour générer mes classes qui vont correspondre aux classes de ma classification. Et ces zones que je vais choisir s'appellent des sites d'entraînement ou des sites d'apprentissage. Et c'est à partir de ces sites-là qu'il va identifier le niveau de grille moyen qui va représenter la classe. Parce que la signature spectrale, là, c'est ça. C'est dire que, bon, pour l'eau, le niveau de grille, quand je regarde les pixels que tu m'as donnés comme pixels d'entraînement, là, ça peut être 2. Oui, bon, le niveau de grille pour la classe végétation que tu m'as donné, là, c'est à peu près 200. Oui, le niveau de grille pour la classe que tu m'as définie comme bâti, le niveau de grille, c'est 240. Donc, il génère des classes à partir des niveaux de grille. Parce que c'est ça qui est sa base de calcul. Et maintenant, vous allez lui dire de vérifier que la différence entre ces niveaux de grille-là sont tels que ça forme des classes distinctes. Si oui, je me lance dans la classique. Sinon, je revois si je ne dois pas choisir des nouveaux sites d'entraînement ou, comme je vous ai dit, ou mettre ensemble des classes. OK? Parce que je vois que ces classes sont différentes, mais dans la pratique, je ne peux pas véritablement les différencier. Donc, je les mets ensemble. Mais le jour où je vais aller fournir ça à mon client, je vais lui expliquer que oui, cette classe-là, comme je vous ai dit, c'est par exemple la zone végétalisée, mais il faut comprendre que cette zone végétalisée, elle a deux types choses, de couverture au sol. Il y a la brousse et puis il y a les jardins. Mais comme le capteur n'est pas capable de faire la différence, je les ai mis en vert pour que vous voyez les zones végétalisées. Il va comprendre. Vous lui avez expliqué ça en français facile et puis de façon scientifique. Il va comprendre. Mais vous allez faire bourse et puis après, lui, il va laisser le terrain. Il va voir que ça, c'est un jardin très bien organisé. Là, c'est la bourse. Mon mari, là même, j'aurais dû garder ça dans ma poche et puis moi-même, je venais faire le terrain. Vous avez gardé votre pour nous. Donc, en plus des sites d'entraînement, il y a certains logiciels comme Envy, oui, je pense Envy, qui demandent de de choisir aussi des sites de vérification. Parce que comment ça se passe? Quand vous choisissez vos sites d'entraînement, ils génèrent les classes, ils créent déjà, je dirais, la matrice classifiée. Quand vous choisissez les sites de vérification, ils génèrent la matrice classifiée. Et après, ils comparent les deux, et c'est là qu'ils vous donnent les résultats pour vous dire oui, j'ai trouvé végétation à 90%, j'ai trouvé bâti à tant de pourcents, j'ai trouvé. C'est là qu'il vous fait ces statistiques. Mais Ergas, lui, il a une autre logique. Vous lui donnez juste les sites d'entraînement
Et puis lui, il fait son calcul. Comment il réfléchit, ne me demandez pas, mais il aboutit à des résultats. Et il y a des paramètres que je peux calculer pour vérifier ma confiance en ces résultats. C'est ce qui est important. Pouvoir s'assurer que j'ai confiance aux résultats qui sont donnés. Donc, le choix des sites d'entraînement est très important. Parce que c'est eux qui vont déterminer la suite du problème, la qualité de ma classification. On vous dit donc, les sites d'entraînement que vous allez choisir, les échantillons que vous allez choisir, doivent être représentatifs de la classe que vous êtes en train de créer. Pour être représentatifs, ils doivent être localisés avec précision. Hein? Vous n'allez pas au milieu de la forêt pour prendre des sites d'entraînement de l'eau. Non, non, non. Si je suis au milieu de la forêt, là, c'est que c'est pour prendre des sites d'entraînement de la forêt. Hein? Et même dans la forêt, là même, il peut avoir une petite route, un sol nu qui est là, là. Je ne vais pas prendre un site d'entraînement de la forêt où il y a sol nu, là. Je cherche où il y a air, il y a branche bien verte. C'est là-bas, là, je vais prendre mon site d'entraînement, un petit pixel là-bas. Là, je suis sûr que c'est ma forêt là que j'ai pris. Il faut être vraiment, je préfère prendre un seul pixel d'une feuille de forêt que prendre 3 pixels et puis il y a un sol nu qui est là-bas qui vient perturber tout. Oui, c'est délicat, hein? C'est délicat. D'accord? Et on vous dit, il faut être nombreux. Ça, scientifiquement, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, en tant que scientifique, quand tu me dis nombreux là, je te dis, tu ne m'as rien dit. Que c'est du n'importe quoi. Nombreux, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire 100, ça veut dire 200. À partir de combien je trouve que c'est nombreux? Pour moi, c'est nébuleux. Ton terme, là, il est nébuleux. Beaucoup, là. C'est un terme nébuleux. Dis-moi, ça doit être entre 10 et 20. Là, je comprends. Ou supérieur à. Voilà. Mais les termes, oui, ça doit être petit, ça doit être grand, ça doit être gros, ça ne veut rien dire. Ça va être gros, là, ça veut dire quoi? Un tour de diamètre de tant de centimètres. Voilà. Ou bien longueur de temps. Voilà. Mais les termes comme ça, là, tout en science, nous, on n'aime pas ça, parce que ça ne veut rien dire. OK? Mais bon, ils disent ça. On va voir. Ça veut dire quelque part, il y a peut-être quelqu'un, à un moment donné, qui va nous donner une échelle de valeur qui va être plus explicite que le mot nombreux. Donc, puisqu'on doit avoir la connaissance du terrain, c'est dit, pour avoir la connaissance du terrain, il y a 2 solutions. Soit je me rends moi-même sur le terrain, et ça suppose donc que l'image que je veux classifier a été prise dans la même période que moi je vais aller. Une image qui a été faite en 2013, sur le terrain pour faire quoi? Rien, c'est pour aller m'amuser. J'ai eu l'occasion d'aller dans ce village-là, et puis je m'en vais pour justifier mes frais de déplacement, c'est tout. Mais sinon, ce que je m'en vais faire là n'a pas de choses. Oui. Même évolution. Évolution veut dire que en 2023, là, tu as aussi une image de 2023 pour laquelle tu veux avoir l'occupation du sol pour faire elle aussi sa classification. Tu as pour 2013, mais tu as pour 2023 aussi. Donc, tu vas pour savoir pour 2023, mais tu ne vas pas pour 2013. D'accord? Parce qu'il faut que l'occupation du sol, là, les documents que tu as pour l'occupation du sol soient contemporains au moment où tu as l'image. Hein? À 1 mois, 2 mois près, c'est valable. Mais à 1 an, 2 ans, là, ce n'est plus valable. Ce n'est plus valable. Parce que même quand on dit à 1 mois, 2 mois près, là, enfin oui, il a plu tout le mois. Depuis juillet, il a plu jusqu'à octobre, là. Vous êtes sûr que ce qui s'est passé en mai, c'est la même chose qui est en août, avec la chose là. Mais mon jardin, il est devenu brousse. Donc l'occupation n'est plus la même chose. Alors qu'à l'époque, il était peut-être l'herbe était bien jolie, petite. Maintenant, tu vois même, serpent même peut se balader dedans. C'est plus la même occupation. D'accord? Ou tu as pris en janvier, tu vas en décembre. Ah, c'est 1 an après, il y a trop de choses qui se sont passées. Hein? Peut-être que là, on a détruit l'arbre qui était là, et puis un Mauritanien est venu construire sa petite boutique là, et la femme qui vend à l'occasion. L'occupation du sol n'est plus la même. D'accord? Donc, si vous faites la campagne de terrain, c'est que l'image a été acquise l'année où vous allez faire la campagne de terrain. Et comme je vous dis, jusqu'à 3 mois après, c'est gérable. Sinon, si l'image que vous avez est plus vieille que la période à laquelle vous devez faire l'occupation du sol, il faut que vous vous basiez sur des documents. Et on vous dit que ces documents peuvent être
des cartes plutôt, des photos hein, aériennes, satellitaires, en tout cas, que vous ayez en tout cas une des photos du lieu pour lequel vous devez travailler, mais contemporaine à l'année où vous êtes en train de faire ça. Hein, vous voulez une image, vous êtes en train de travailler sur une image de 2013, allez chercher des photos de 2013 ou allez chercher sur le net des photos de 2013 hein, ou des images de 2013. Là, c'est bon. Mais si vous allez chercher des images de 2015, 2020, c'est pas possible. D'accord? Donc, il y a ça lorsque ce n'est pas la bonne année. Si c'est la bonne année, on vous dit effectuer les échantillonnages en allant sur le terrain, hein, des campagnes de terrain. OK? Synchroniser autant que possible avec le passage du satellite. C'est ça. C'est-à-dire, par exemple, vous prévoyez avoir une image de, je sais pas, d'Abidjan. Hein? Le satellite, là, on vous a dit, oui, notre satellite, il va passer le 3 décembre je sais pas moi, à 17 h. OK, le 3 décembre, je suis le 21, ça fait quoi? À peu près 2 semaines. En 2 semaines, il ne peut pas se passer grand-chose. Hein? Donc, je peux déjà commencer à planifier ma sortie sur le terrain. Hein? Allez voir l'occupation du sol est comment. Comme ça, le 3 décembre, quand il me donne la photo, là, je suis prêt, je peux commencer. OK? Donc, une fois que j'ai tous ces éléments-là pour travailler, je vais pouvoir définir mes sites tests sur mon image, hein, parce que je connais mon terrain, soit parce que je m'y suis déplacé, soit parce que j'ai eu des photos de ce site-là, à la date demandée. Donc, comment procéder pour vérifier, on vous dit, la cohérence des sites d'entraînement, pour être sûr que mes sites d'entraînement-là sont purs, ça correspond exactement à la classe que je suis en train de définir. On va utiliser nos fameux histogrammes. Voilà l'utilité encore ici de l'utilisation des histogrammes. Pourquoi? Parce que quand l'histogramme, on vous dit, il a une forme gaussienne, hein, il a un pic là, ça veut dire que je suis sûr que j'ai une classe là. Ça veut dire que ça représente une seule classe. Quand j'ai un pic bien net, j'ai une seule classe. C'est quand mes affaires sont comme ça là, c'est que j'ai n'importe quoi qui est là. Mais quand mon nombre de pixels a une valeur particulière de niveau de gris est la plus grande, je dis donc, ça veut dire que l'endroit là ne représente que cette classe-là. Donc, je vais m'arranger à prendre mon site d'entraînement dans cette zone. Et on va vérifier. Par exemple, le chercheur prend le petit carré là comme site d'entraînement. On va regarder l'image de l'histogramme. On voit bien que c'est quand même, ça a plus ou moins quand même la forme d'une gaussienne. Donc, c'est ciblé sur une seule occupation. D'accord? Et quand on regarde la couleur même du site qui a été choisi, c'est gris. Pratiquement tout est gris. Il n'y a pas d'autre couleur qui est mélangée. OK? Donc ça, je dirais, a priori, c'est un bon choix. Mais par exemple, voilà toujours le même site, mais cette fois-ci, regardez, ne serait-ce que regarder la couleur du carré là. Il y a gris et puis il y a noir dedans. Déjà, ça, déjà, la même. Ça veut dire qu'il a de mauvais yeux. Il n'a qu'à aller voir son ophtalmo. Il a de mauvais yeux. Parce qu'on voit bien qu'il y a noir et puis il y a gris. Et puis lui, ça va prendre. Donc déjà, lui-même, il est déjà dans le faux. Maintenant, quand on va vérifier l'histogramme, vous voyez, il y a 2 pics. Ça veut dire qu'il y a 2 classes qui sont là. Donc, il va choisir un site d'entraînement qui prend 2 classes en même temps. Ça va donner une séparabilité très faible, hein, puisqu'il a mélangé 2 choses. Donc, ça, là, c'est un mauvais choix de site d'entraînement. OK? Le premier était bon, parce que déjà, la couleur, je vois que la couleur est uniforme. Je vais tester l'histogramme. L'histogramme, c'est une gaussienne. Donc, j'ai un bon choix. Mais ça, là, n'est pas bon. D'accord? Donc, voilà, par exemple, une façon de procéder. C'est d'abord visuellement que la couleur soit la même, puis que mon histogramme là, représente une gaussienne. Donc, on va travailler sur Erdas pour vous montrer l'endroit où on peut avoir accès aux histogrammes. Donc, à chaque fois que vous devez faire un travail, allez vérifier que l'histogramme, dépendamment de la longueur d'onde dans laquelle on a acquis l'image, est vraiment bien ciblé sur une valeur. Maintenant, combien de pixels d'entraînement on doit prendre?
Hein? Ils ont dit tout à l'heure nombreux. Je vous ai dit nombreux là. Ce n'est pas scientifique, ça ne veut rien dire. Hein? Nombreux là. Dites, venez 20. Voilà, c'est un nombreux. Ou venez 100. Peut-être dépendamment de la salle. Une salle comme ça, on dit aux gens, venez à 100. Voilà, ils sont nombreux par rapport à 2 personnes. Mais tu dis, venez nombreux. Et puis nombreux, il vient 1000. Aïe. Tu as dit nombreux, ils sont venus nombreux, sauf que ta salle ne peut pas les contenir. Donc, il faut définir le nombreux là. Ça veut dire quoi? OK? Grand R, on dit c'est le nombre de canaux de l'image. Donc voilà, comment je fais ça? Un graphique ou en... ou en abscisse, c'est le nombre de pixels choisis pour faire mes sites d'entraînement. Et en ordonnée, j'ai la précision ou l'intervalle de confiance que j'ai dans le résultat de mon choix de pixels. Quand on regarde ces différents graphes, on voit qu'à partir d'une certaine valeur, ça n'évolue plus. OK? Si je prends par exemple est-ce que vous... Ah, voilà, ça marche. OK, ça marche. Aujourd'hui, on voit mon compte. OK. Donc, vous voyez, par exemple, si je prends ici, il évolue jusqu'à une certaine valeur et après, ça n'évolue pas. Quel que soit le nombre de pixels que je vais choisir, l'intervalle de confiance reste constant. Même chose ici. Ça croît jusqu'à partir à une certaine valeur. Après, ça reste constant. OK? Donc, vu cet état de fait, il y a certains chercheurs qui ont dit, dans ce cas, eux, ils considèrent que le nombre minimum de pixels qu'il faut choisir devrait être 250. Puisque pour eux, à partir de 250, quand même, on est stable. Hein? La confiance qu'on a au résultat n'évolue plus du tout. Et d'autres ont dit non. Au lieu de tabler sur 250, eux, ils vont plutôt tabler sur l'utilisation aussi du nombre de canaux. Donc, il faut que le nombre de pixels qu'on va choisir soit compris en 10 fois le nombre de canaux et 100 fois le nombre de canaux. Ça veut dire que si votre image a, par exemple, 3 canaux, ça veut dire que le nombre minimum de pixels que je dois choisir, c'est un... Vous avez dit... Elle va bien. Et toi, non, c'est ça. Oui, pardon. Quelle langue elle a fait ça? Non. C'est en même temps, il n'y a pas son brouillon. Pourquoi ça du beau côté? D'accord, bien, merci. Bon après-midi. Non, c'est classique, je fais. Bon, peut-être il y a faux AD aussi. Hein. Bon, c'est l'après-midi. Il y a des grands garçons et des grandes filles. Bon, ils ont sûrement une contrainte quelque part. Donc, si par exemple mon image a été acquise sur 3 canaux, ils disent qu'il faut prendre minimalement 30 pixels et au plus 300 pixels. D'accord? Donc, moi, je trouve que ça a plus de sens. OK? Mais il faut ajouter une autre contrainte. Cette autre contrainte correspond en fait à l'existence même de la classe. Imaginez, je suis en train de faire la classe, je suis en train de faire l'occupation du sol de, par exemple, je ne sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, de Oumé. Hein? Du village qui s'appelle Oumé, Côte d'Ivoire ici. Il y a peut-être une seule piscine à Oumé. Donc, ça veut dire mon plan d'eau là. Je parle de Ouméville, hein. Je ne parle pas aux alentours où il y a la Téné qui est là. Il y a peut-être une seule piscine. Donc, mon plan d'eau là, il est limité. Il y a la contrainte même des pixels eau. Peut-être que le maximum de pixels eau de ma piscine là, c'est 30. Je ne peux pas prendre plus que 30. Non, je vais mettre même 10. Peut-être que mes pixels là, c'est 10. Je ne peux pas prendre plus que 10 ou bien.
Donc, leur affaire des choses là, c'est théorique. Parce que vous pouvez être confronté au fait que la classe existe, mais les pixels même qui la représentent sont plus petits que le minimum qui est demandé théoriquement. D'accord? Donc, vous voyez, il y a des éléments aussi de contraintes de terrain, oui. C'est l'eau, par exemple, un peu pas la même couleur, on n'arrive pas, c'est quoi la distribution? Non, toi, tu connais ton terrain. Tu connais ton terrain. Même si l'eau a la même couleur qu'une feuille qui est dans le verre là-bas, tu as pris la photo a été prise le matin, puis il y a la rosée qui fait que, toi, tu sais que là-bas, là, c'est herbe. C'est peut-être l'eau de rosée là qui fait que ça a la même teinte. Mais tu sais où ton eau est localisée. Tu ne vas pas aller prendre pixel là-bas. Parce que tu connais ton terrain. Donc, dans tous les cas, même si la couleur n'est pas la couleur à laquelle tu t'attends, mais tu sais que ça, là, c'est l'eau. C'est une évidence, mais je parle en termes de végétation. Il y a des forêts galérées, par exemple. Des forêts plus denses, c'est pratiquement la même architecture. Sauf que là-bas, il y a peut-être de l'eau. Ça peut. Ça peut, mais comme je dis, tu connais ton terrain. Tu connais ton terrain. Donc, si tu connais ton terrain, déjà au départ, les classes que tu as identifiées là, c'est que tu as déjà réfléchi à ça. Quand tu parles de forêt galerie, de forêt quoi, c'est que tu as déjà réfléchi à ça. Si tu vois qu'il y aura confusion, au lieu de faire forêt galerie, forêt je ne sais pas quoi, tu fais forêt point. Et donc, tu vas prendre des pixels de part et d'autre de ces différents éléments, et lui, il va faire la moyenne pour représenter cette classe-là, en une seule. D'accord? Okay. Donc, par exemple, regardons un résultat et la confiance qu'on a dans ce résultat. Premier élément de classification, il prend comme nombre de sites d'entraînement 102 pixels. Avec les 102 pixels, il aboutit avec une précision de classification de 84,3%. Il prend 152 pixels, il aboutit à un résultat de classification, une précision de 80%. Et quand il n'en prend que 49, il aboutit à une précision de 89,8%. Laquelle de ces précisions est la plus grande? C'est le 89. Sauf que quel est le souci avec le 89? C'est le nombre de pixels qu'il a pris. Il y en a moins. Mais est-ce que parce qu'il y en a moins, j'ai moins confiance que celui où j'en ai plus? On va vérifier l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, quand il a pris 102, c'est 76,90. Ça fait combien? 76 moins 90, ça fait combien? Dites-moi. Le premier donne combien? La différence, c'est ça fait combien? Ça fait 14. Le deuxième, ça donne combien? 73,85. Moi, j'écris ce que vous me dites. Donc, faites 14%. Le premier, c'est combien? 14%. Le deuxième, c'est combien? 12. Et le troisième, c'est combien? 16. Donc, lequel est le plus bas? Donc, c'est lui où j'ai plus confiance. Donc, celui qui me donne les meilleurs résultats me donne le moins de confiance. J'ai moins de confiance dans ces bons résultats. Me donne 89% d'exactitude dans ma classif. Mais quand je regarde la confiance que j'ai en lui, j'ai 16%. C'est trop. C'est trop. Alors que l'autre où j'ai pris le plus, qui m'a donné le moins, m'a donné que 80, qui est moins. Mais j'ai plus confiance parce que l'intervalle de confiance est de 12%.
D'accord? Je fais la différence. Je fais la différence. Il me dit mon intervalle de confiance, c'est entre 76 et 90%. Il dit mon intervalle de confiance, c'est entre 73 et 85%. Mon intervalle de confiance, c'est entre 79 et 95%. Donc, je regarde celui qui a le plus petit intervalle de confiance est le meilleur. C'est le logiciel qui le donne. C'est le logiciel qui le donne. C'est le logiciel qui le donne. Cela. D'accord? Donc, celui qui aurait fait ça, qui aurait trouvé 89, c'est bon. Comme je l'ai dit, danger. Il n'a pas pris assez de points. Déjà, c'est la première chose qui doit l'interpeller. Ah, j'ai pris le moins de pixels d'entraînement. Est-ce que ça ne va pas être litigieux? Effectivement, quand il va vérifier, celui qui a donné les moins bons résultats, bon, 80, c'est bon quand même, hein, mais par rapport à 89, il n'y a pas match, quoi. 89 est mieux que 80. Mais quand je regarde la confiance que j'ai dans ça, j'ai plus confiance en mon 80 qu'en mon 89. Oui. Lorsque on a plus de passer dans le moment. Parce que si le truc est à 80%, oui, j'ai pris plus de pixels, de pixels d'entraînement là-bas que les autres. C'est ça. Plus de pixels, au moins tu es sûr de la signature que tu es en train de créer. C'est des pixels purs. Il ne faut pas prendre plus de pixels et puis il y a des pixels mélangés dedans. Pixels purs, oui. C'est pour ça que ceux qui ont écrit là, ils ont été nébuleux, ils disent qu'il faut que ça soit nombreux. Le nombreux là. Donc, ce qui est sûr, il faut en prendre le maximum possible. D'accord? Et bien réparti. Il ne faut pas prendre juste un seul endroit. Si c'est qu'il y a forêt ici, il y a forêt ici, il y a forêt ici. Et tu en prends ici, tu en prends ici, tu en prends ici. Tu ne prends pas un seul endroit. Pas vraiment pas. D'accord? Donc, voilà. Madame, bien une question. Oui, vas-y. Madame, en fait, je dis l'intervalle de confiance là, étant donné que la variation n'est pas importante, je dis si la variation n'est pas importante et qu'on est dans un tel cas de figure où les intervalles, où les nombres en termes d'intervalle de confiance se suivent, par exemple, on a 13, on a 14 et puis on a 15. Est-ce qu'on doit impérativement se maintenir sur 13 ou bien on peut quand même, puisque l'intervalle, je dis les nombres ne sont pas importants, donc De quel nombre tu parles? Je ne comprends pas. Je parle de l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance a fait quoi? Oui. Non, moi, tout ce que je dis ici, c'est juste pour vous faire remarquer que une grande valeur de classification, de précision de classification, n'est pas un justificatif de confiance en ça. Ça veut dire les résultats que vous obtenez là, tout est quand même de tout. C'est tout ce que je dis. Je dis, faites attention. Ce n'est pas parce que tu as 90% que tu vas être satisfait. Le 90% là, est-ce que tu as confiance en lui? Quand je regarde là, j'ai plus confiance en mon 80 qu'en mon 90. Mais mon 80 est aussi bon. Il est moindre que mon 90, mais il est aussi bon. C'est juste ça. Parce que ce que vous devez avoir en tête, c'est pouvoir justifier les résultats que vous avez obtenus. Les justifier et avoir confiance en eux. Parce qu'avoir 90 et puis ne pas avoir confiance, mais avoir 70 et avoir confiance, je préfère avoir un résultat de 70 dans lequel j'ai confiance qu'un résultat de 90 dans lequel je doute. Allô? Oui, vas-y. Bonsoir, madame. Bonsoir. Au fait, je voulais savoir, l'intervalle de confiance, là, elle est tirée à partir de quel d'où? Ceux qui ont fait cette expérience, c'est leur logiciel qui leur a donné ces valeurs-là. Ok, madame. Donc, quand nous, on va faire, on verra ça, comment ils nous donnent ça. Ok, merci, madame. Question? Il y a une formule assistée à une substance.
l'examinateur par exemple, degré de confiance. Je vois sur les degrés de confiance et puis l'intervalle de confiance. C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord? Puisque ici, on parle d'intervalle de confiance en termes de, on a donné deux valeurs. Il y a de la différence de deux valeurs là. On trouve une seule valeur, la différence, et cette différence-là donne ton degré de confiance en celle-là. Alors, moi, je vais poser une question plus générale. Après la classification. Et généralement, quand on met la classification, on ne va pas sur le terrain. On appuie sur le rendu que les traitements donnent. Sur notre cœur, les différents pixels qu'on a, et on va ça, on fait les sur la classification. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que en classification, pour maîtriser son vie, on n'a pas la question. Moi, j'aimerais savoir quelle est l'étape, si son étape, c'est une meilleure classification. Il faut absolument faire le terrain d'abord, de faire sa classification, et sans être allé sur le terrain, sans faire une classification. Oui, parce que je dis, si l'image que tu veux classifier a été prise en 2013, tu vas sur le terrain pourquoi? Tu es en 2023. Il y a eu trop de changements. Il y a eu trop. Peut-être où il y avait route là, il n'y a plus de route là-bas, c'est devenu forêt classée. Peut-être où il y avait village là, c'est plus village, il y a eu barrage. En 10 ans, trop de choses peuvent s'être passées. D'accord? Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de campagne de terrain pour ça. La seule solution qui te reste, c'est que tu as des images satellitaires ou des photos aériennes ou des gens qui sont allés sur le terrain, qui ont des cartes. C'est sur ça que tu vas te baser, comme ta vérité terrain. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il te faut une vérité terrain. Et cette vérité terrain peut être acquise soit par toi, parce que la date à laquelle l'image a été prise, tu peux aller sur le terrain, soit parce que des gens sont déjà allés pour toi sur le terrain et puis tu utilises leur vérité terrain comme ta vérité terrain. Ça va, fois des niveaux. Est-ce qu'il y a des fois où on sait est-ce que l'intervalle de confiance peut ne pas être bon? Oui, il peut ne pas être bon. Il peut ne pas être bon parce que tout dépend des sites d'entraînement que tu as pris. Tu peux en prendre même 1000, hein, des sites d'entraînement de nombre. Tu peux prendre 1000 pixels. Mais ces pixels-là sont mélangés comme ce qu'on a vu au départ. Quand j'ai dit le choix du truc là, tu as pris un pixel qui est en même temps gris et puis noir. C'est mauvais. Donc, c'est sûr que ta classif là va être mauvaise. Donc, déjà, il faut que tes pixels soient purs, représentent effectivement la classe. S'ils représentent effectivement la classe, déjà, c'est un ouf de soulagement. Et puis maintenant, tu peux vérifier la confiance qu'il te donne. Fouadé, c'est bon? Oui, c'est bon, madame. OK. Oui? Au niveau de l'intervalle de confiance, on fait une classification et on ne prend pas beaucoup de chansons à la fin. C'est comme des nouvelles chansons. De faire quoi? De faire une classification. Et je disais, 200 pixels pour représenter une classe. Je n'ai pas pris ce que je fais. Pas prendre une classe, pour comparer les deux. Comment ça, je ne comprends pas? On avait quoi? On avait 300 pixels. Ensuite, c'est une corde relative, c'est pour la calculer les témoins de contrôle. Quand je vais directement prendre 200 pixels comme pixel de test. Non, c'est trois classes différentes. Hein. Classe 1, il a pris 102 pixels. Classe 2, il a pris 152 pixels. Et classe 3, il a pris 49 pixels. Il a comparé la confiance qu'il a dans chacune de ces trois classes-là, vu le nombre de pixels d'entraînement qu'il a. Mais toi, ce n'est pas de ça que tu parles. Ou bien c'est de ça que tu parles. Voilà, donc tu reprends, s'il te plaît. Oui. La phase 2 a plus de confiance. Est-ce qu'on a le temps de travailler de deux classes? Non. Non. Non.
ça rentre à peu près dans le même cadre d'idée que ton ami a dit. Si la classe que tu as créée là, c'est des pixels purs qui représentent effectivement la classe, tu as confiance dans ta classe. Tu as confiance dans ta classe. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ici, je dis que entre les trois classes-là, mon intervalle de confiance est plus dans le 80 que dans le 89. Mais les trois ont un bon intervalle de confiance. 12, 14, 16, là, c'est à peu près la même chose. Mais lequel est le plus, ou enfin le plus, la valeur la plus petite? Sinon, les trois, la confiance est quand même bonne. Mais il y a plus de confiance dans celui-là. D'accord? Je voudrais savoir à quelle valeur le degré de confiance, le degré de confiance, la confiance. Non, on n'avait pas dit. Oui, mais c'est la même, c'est moins 12, 14 et 16, ça représente à peu près le même intervalle de valeur. Mais il y a un qui est plus petit que les autres. Donc, c'est le plus petit là, c'est celui que je table que sur les autres, c'est tout. Ça y est, je ne peux pas te donner de valeur. Tu veux me dire une valeur, c'est ce que je te dis. Je ne peux pas te dire à 50%, il me faut un intervalle de confiance de moins de 50%, par exemple. C'est ça que tu veux entendre, non? Je ne peux pas te le dire. OK? Donc, voilà, par exemple, ici, il a mélangé des choses. Est-ce qu'il a mélangé le bleu qui représente les herbes, il a mis en jaune alors qu'il doit le mettre en bleu. Hein? Donc, ça vous montrer les sites d'entraînement que les chercheurs là ont pris. Donc, vous voyez, par exemple, pour représenter le milieu urbain, ils ont eu à prendre des pixels ici, des pixels ici, ici. Vous voyez, vraiment répartis un peu partout dans mon image. Hein? Pour l'eau, elle est répartie, elle est seulement là-bas. Donc, c'est seulement là-bas qu'ils ont pris. Maintenant, pour les routes, hein, ils trouvent qu'il y a route ici, il y a là, il y a là. Ils ont pris vraiment un peu partout où se trouve. Il faut vraiment prendre un peu partout sur l'image les éléments. Le sable, c'est en vert ici. Est-ce que je vois des éléments verts? Voilà ici. Mais au bord de l'eau là-bas, d'accord? C'est le bleu de l'herbe là, qui a mal fait. Ça doit être bleu sale. C'est parti. Oui. Donc, vraiment, de façon éparse et choisir des pixels, comme je dis, vraiment des pixels purs. N'allez pas prendre des pixels qui sont à cheval sur deux zones. Parce que si vous prenez des pixels qui sont à cheval sur deux zones, vous faites déjà au départ un mauvais, vous donnez déjà une mauvaise information au logiciel qui travaille. Donc, à la fin, ça va donner de mauvais résultats. Attendez, je vais stop et puis rebrancher. Oui, c'est ce que je fais. Share d'abord. Ensuite,